Bonjour à tous, c'est Chloé Manning, je vous retrouve comme chaque vendredi pour un nouvel épisode de Cryptalk. Aujourd'hui, j'ai la chance et l'honneur d'interviewer Helmut Banner, organisateur du PIX à Tahiti, et plus précisément à Moorea, son lieu de villégiature, où il a posé ses valises il y a plus de 10 ans. Je tiens à m'excuser par avance de la qualité de cet audio, s'il n'est pas parfait, nous avons fait avec les moyens du bord sur place. Merci de votre compréhension. Allez, installez-vous confortablement, prenez un cocktail, imaginez-vous le sable chaud, le lagon bleu turquoise et les bancs de poissons multicolores, c'est parti. Cryptalk, c'est le podcast dédié à la crypto. Alors chaque vendredi, où que vous soyez, embarquez-nous avec vous. Je suis ravie et honorée de pouvoir te rencontrer ici à Moorea. Yolana, Chloé, merci de m'accueillir dans ton podcast. Pour commencer, j'aimerais que tu nous parles du PIX, cet événement crypto que tu as réussi à organiser à l'autre bout du monde avec de nombreux acteurs de l'écosystème. Donc comment a germé cette idée ? Depuis combien de temps tu organises ce beau moment ? Et quelles ont été les difficultés rencontrées ? Alors le PIX, c'est le Polynesian Island Crypto Summit, c'est la première édition d'un sommet dédié à tous les sujets qui nous passionnent tous, vous qui nous écoutez et nous ici présents, à savoir la crypto-monnaie, la blockchain, le Web3 et d'une manière générale les NFT, les métaverses et tout ce qui va avec. On me demande souvent pourquoi j'ai voulu organiser ça en Polynésie et je réponds parfois, sous forme de boutade, pourquoi pas. Il était question, avec le PIX, de démontrer par les faits qu'on pouvait organiser au milieu donc, du Pacifique un événement d'envergure internationale avec de nombreux acteurs de nos écosystèmes et un événement qui serait de stature à rivaliser avec des choses parfois un peu plus importantes qu'on est habitué de voir dans les capitales à l'international, que ce soit à Biarritz avec Surfing Bitcoin ou à Paris avec le Paris Blockchain Week Summit. Le PIX, il a fallu à peu près un an pour passer de l'idée un petit peu folle de départ jusqu'à la concrétisation au travers de ces 3 jours qui se sont terminés il y a quelques jours maintenant. J'ai eu l'accompagnement durant toute cette phase de réflexion puis d'organisation du Journal du Coin, dont je suis rédacteur en chef comme tu le sais, et puis au fur et à mesure que des gens adhéraient un petit peu à l'idée et puis à l'envie qu'on avait autour de cet événement, notamment les entités que tu représentes, mais également aussi d'autres acteurs, tous ceux qui ont bien voulu croire dans cette idée un peu folle et qui nous ont accompagnés jusqu'à venir physiquement sur les îles de Tahiti et Moorea. Alors le PIX s'est déroulé à Tahiti, donc l'île principale de la Polynésie française, et nous sommes actuellement à Moorea, l'île effectivement où je réside. Alors c'est en face, en gros, c'est à une petite demi-heure de bateau. Tous les jours on a fait l'aller-retour, tous ensemble parfois, pour rejoindre les sites des conférences. Et globalement ça s'est plutôt bien passé, les gens sont plutôt très contents, alors soit ils sont très polis, soit ils sont très satisfaits, dans les deux cas c'est plutôt agréable. On a démontré par les faits, comme c'était un petit peu ambitionné, qu'on pouvait créer quelque chose de vraiment très sympa, de vraiment très didactique et très intéressant pour les populations locales, parce que finalement c'était ça, le fil rouge de cet événement. Mettre aussi à disposition du peuple polynésien toutes ces technologies que, encore une fois, vous et moi nous connaissons bien, mais qui, au regard de notre éloignement, de notre isolement, sont peut-être un petit peu moins évidents ici qu'ils ne le sont par exemple en cœur de Paris. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur les difficultés rencontrées ? Est-ce qu'il y a eu un petit peu des bâtons dans les roues ? Est-ce qu'il y a eu un moment où tu as eu l'impression que ça allait être compliqué d'aboutir le projet ? Alors je pense que comme dans n'importe quel projet entrepreneurial, qu'on connaît peut-être à différents titres dans nos vies, nous et l'équipe a oscillé entre l'excitation, la certitude de faire quelque chose qui allait être extraordinaire, et puis des moments où on se dit que c'est complètement décalé, que ça va pas fonctionner, que c'était finalement une idée un peu mauvaise, parce que on s'est confronté au même titre que un peu tous nos projets, un peu toutes nos initiatives dans notre industrie. On s'est confronté au scepticisme, on s'est confronté parfois à une forme d'opposition, à une forme d'incompréhension de la part des autorités qui nous ont peut-être perçus au départ comme quelque chose d'un peu ambivalent, d'un peu ambigu. Qu'est-ce que c'est que ces gens qui veulent faire un sommet sur le Bitcoin, vouloir vendre des formations sur la crypto-monnaie pour devenir riche, alors qu'on sait bien que c'est une monnaie du dark web et qu'elle est virtuelle et donc fausse. Donc il a fallu combattre tout ce pack d'idées reçues qu'on connaît tous par cœur, avec encore une fois la polarisation locale qui fait que c'est peut-être encore un petit peu plus difficile, contrairement à d'autres endroits à travers le monde. Et puis on a tenu bon, j'estime qu'on a fait correctement le boulot, on a fait preuve de beaucoup de pédagogie, on a expliqué, réexpliqué et réexpliqué autant de fois qu'il a fallu
aux autorités locales, à la population qu'on était fréquentable. L'événement se voulait gratuit, se voulait non commercial. Merci à tous d'avoir joué le jeu d'ailleurs, afin précisément que la population, le grand public, puisse participer à un événement dans des conditions de sécurité, de mise en garde, d'accompagnement optimal, de manière à ce que les participants, encore une fois au sommet, retirent à l'issue des conférences cette impression d'avoir compris des choses et surtout de ne pas avoir été incités à dévier leur bourse ou à s'engager sur des voies qui seraient compliquées ou qu'ils n'auraient pas vraiment bien comprises. Donc les difficultés, ça a été ça. Développer la grammaire autour, typiquement on a travaillé beaucoup sur la notion de Web3, parce que, encore une fois, on sait, les auditeurs et toi et moi savons manipuler les notions de crypto-monnaie, etc. Mais quelque part, il a été considéré comme intéressant d'utiliser cet angle du Web3, et notamment via les NFT, les métaverses, dont le grand public entend parler, pour avoir cette approche peut-être un peu moins inquiétante pour le grand public. Autant les gens peuvent se dire, parfois à juste titre, les crypto-monnaies c'est quand même dangereux, c'est fluctuant, c'est volatile, il y a pas mal de choses, spécialement c'est difficile. On a une démonstration de marché qui montre que tout cela est fait quand même pour des professionnels, ne faites pas ça chez vous. En revanche, en passant par l'angle du Web3, c'est-à-dire qu'en explicitant que les crypto-monnaies et la blockchain sont des composantes de base, mais ne sont pas les seules composantes de base de nouveaux usages numériques qu'on regroupe sous le terme Web3, c'était un angle intéressant. Donc le sommet, ça a été un petit peu ça en Polynésie, ça a été de dire, on va vous expliquer, vous présenter en quoi vos usages du numérique au quotidien vont être modifiés profondément, notamment par une révolution entamée il y a 13 ans par Bitcoin, mais dont aujourd'hui les conséquences sont extrêmement diverses et multiples. Les NFT, les métaverses, beaucoup de gens les utilisent sans avoir nécessairement conscience bien que derrière il y a des tokens, que derrière il y a des smart contracts qui sont eux-mêmes issus d'Ethereum, Ethereum étant lui-même issu en réaction à Bitcoin. Donc voilà, c'était un petit peu l'angle. Et on en est là pour le moment, l'objectif a été à peu près atteint pour l'instant. Penses-tu déjà qu'il est envisageable d'organiser une seconde édition du PIX ? Si oui, est-ce que tu as une idée du format, des thématiques que tu souhaiterais présenter après cette belle introduction ? Beaucoup de personnes ont demandé si un PIX 2 allait avoir lieu. Pour commencer, j'ai prévu de dormir quelques semaines. À l'issue de cette interview, je vais m'y mettre de manière très sérieuse. Alors on en parlait, c'est pas le temps tout à l'heure, mais les 2 premiers jours du PIX, tous les gens qui me parlaient d'une édition 2, j'avais simplement envie de m'enfuir ou de réagir vivement. Tellement j'étais fatigué, tellement j'étais sous pression, ainsi que toute l'équipe. Et puis maintenant que c'est fait, maintenant que c'est fini, et qu'on a eu tout un tas de réactions sympas, me tarde finalement de me remettre un petit peu... Oui, et puis c'est plutôt bon signe que les gens disent est-ce qu'il y aura une deuxième édition, c'est que ça a plu effectivement. Finalement, voilà. Donc, effectivement, c'est plutôt un bon symptôme, plutôt que c'était très gentil, mais il va falloir partir. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc oui, c'est plutôt positif tout ça. Et effectivement, si jamais on est amené à faire une seconde édition, alors d'ailleurs peut-être qu'elle ne se tiendra pas en Polynésie, on pourra tout à fait se tenir sur un autre territoire, sur un autre outre-mer français, je pense à la Calédonie ou à la Réunion, que sais-je, ou même pourquoi pas le sol métropolitain, parce que finalement l'événement PIX avait une vraie pertinence à être fait pour la première fois en Polynésie, parce qu'il permettait de démontrer que la Polynésie pouvait servir de terre d'accueil pour un événement de cette envergure, et on a été, extrêmement convaincant au niveau des autorités locales, parce qu'on a été très observés et plutôt très positivement. Mais pour le coup, dans tous les cas, si on fait une prochaine édition, le format sera très vraisemblablement un peu différent. Alors il y a toujours cette notion de gratuité, il y aura toujours une grande partie de l'event et une grande partie des contenus qu'on proposera qui seront accessibles au grand public de manière gratuite, inclusive, ouverte, parce que c'est la génétique de l'événement. Mais il est possible qu'on agrémente l'événement d'une dynamique peut-être en mode village crypto, village communautaire crypto. Des projets seront invités à venir faire des démonstrations de leurs produits, de leur minimum viable product, ou faire des ateliers de démonstration de la VR, du métaverse, etc. pour montrer aux gens dans les faits quelles sont les matérialisations de ces technologies. Et on est resté beaucoup dans le virtuel, dans l'abstrait un petit peu. On expose avec passion, on espère des choses, mais rien ne vaut la démonstration et rien ne vaut que de mettre les mains dans le cambouis, fut-il virtuel. Est-ce que tu peux nous faire un petit état des lieux de la vision crypto qu'ont les Polynésiens ? Nous, on les a trouvés très curieux, en soif de connaissances lors du salon, mais on aimerait un petit peu avoir ton ressenti par rapport à ça. Le PIX a notamment été mis en place parce que le territoire, la Polynésie, est victime, probablement plus que d'autres territoires à travers le monde, et en tout cas en France et ses outre-mer,
est victime des nombreuses dérives qu'on connaît dans l'écosystème crypto. Vous savez, les scams, les systèmes de Ponzi, les systèmes de vente de crypto à base de MLM, de marketing à plusieurs niveaux. Vous savez. Encore une fois, le marketing à plusieurs niveaux, le MLM, multi-level marketing, c'est pas une mauvaise chose en soi. Encore une fois, Tupperware a inventé ça dans les années 60, il y a tout un tas de sociétés très très respectables qui utilisent le MLM. En revanche, et là on le voit avec le journal du coin depuis des années, on bosse sur le sujet, MLM plus crypto, sous quelque forme que ce soit, c'est toujours synonyme, dans le meilleur des cas, d'amateurisme et de catastrophe industrielle, et bien souvent de pure et simple escroquerie. En Polynésie, on a ce gros problème des MLM crypto qui sont vraiment un cancer, le mot n'est pas trop fort, qui fait des victimes dans le quartier, majoritairement auprès des pauvres gens, des gens qui justement n'ont pas nécessairement d'hygiène ou de culture financière très élaborée. Et ces systèmes ici fonctionnent très très fort, font beaucoup de victimes, beaucoup d'adeptes qui deviennent à un moment ou à un autre des victimes. Donc la perception crypto en Polynésie, c'était beaucoup ça. C'est-à-dire, la crypto s'était connue sous le prisme de devenir riche rapidement, mais pour ce faire, il va falloir recruter des voisins, il va falloir recruter le tonton, la tati, les neveux, les amis. Donc le PIX avait vocation à proposer, évidemment, ce que nous, on estime être la réalité de l'industrie, dans toutes ses potentialités, dans toute sa réalité, et en profitant, pour faire du plus préventif, du pédagogique et la sécurisation autour de ça, c'est pas la bonne approche de la crypto. La meilleure approche de la crypto, c'est peut-être plus celle qu'on vous expose, c'est-à-dire vous donner des outils qui vont vous permettre de devenir éclairé et de vous faire une opinion un petit peu structurée. C'est-à-dire qu'on n'impose pas un modèle, on ne dit pas là c'est bien, là ça n'est pas bien. On veut, au travers du PIX, et puis ce qu'on fait au quotidien, ensuite au PIX, proposer une boîte à outils aux Polynésiens pour avancer. Donc la bonne nouvelle en revanche, c'est que les Polynésiens sont extrêmement avides de connaissances et extrêmement curieux, des nouvelles technologies notamment. Et le succès, encore une fois, du sommet l'a démontré. On a malheureusement, et c'est un peu notre grand regret, on a pu accueillir environ 300 personnes, on aurait pu très largement en accueillir 1500. C'est une excellente nouvelle également. Et d'ailleurs, c'est ta question précédente aussi, si on doit faire une prochaine édition, on s'arrangera pour pouvoir accueillir beaucoup plus de monde. Alors, est-ce qu'on peut prendre un moment pour parler de toi ? Tout le monde te connaît sous le pseudonyme d'Helmut Banner, mais j'aimerais bien en savoir un petit peu plus. Comment tu es arrivé dans la crypto et quel est ton background ? Comme souvent, je pense, chacun son cheminement personnel sur le sujet, il y a souvent un décalage. C'est-à-dire qu'entre le moment où on est rentré vraiment skin in the game dans le sujet crypto et le moment où on l'a découvert, il y a parfois un décalage. Et là, ça a été mon cas. C'est-à-dire que dès 2014-2015, j'étais amené à travailler ce sujet pour le rendre à peu près lisible et compréhensible par des entités, notamment des entreprises, des administrations, parce qu'une partie de mon travail précédent, c'était de faire du conseil à la préparation aux grands changements du numérique, aux grands changements aussi géostratégiques, de composition industrielle, etc. C'est un travail qui est chiant comme la pluie. Il s'agit en gros d'essayer d'anticiper un petit peu, de faire le tri entre les technologies ou les grandes tendances qui peuvent éventuellement impacter une boîte ou une administration, de manière à ce que celle-ci puisse appréhender l'enjeu, voir le danger. Pourquoi je parle de danger, c'est par exemple, je pense qu'il n'était pas stupide en 2015 de dire aux banques préparez-vous à la tempête crypto qui s'annonce, plutôt que de la moquer, de la combattre. Ça peut être un petit peu intéressant pour votre propre survie du point de vue du modèle. Donc voilà, c'est l'archétype de ce que je faisais. Et donc je me suis retrouvé dès 2014-2015 à finalement expliquer ce que c'était qu'une blockchain, expliquer ce qu'était Ethereum, parce que l'ICO était à peu près dans ces là, ce qu'était un token, un smart contract, etc. En quoi la proposition de valeur de Bitcoin incarnait ce qu'on appelle un signe noir, c'est-à-dire cette innovation qui était absolument imprévisible, qui ne devient imprévisible qu'une fois qu'elle s'est déroulée. Vous savez ce que c'est qu'un signe noir, voilà. Mais pour autant, même si je me suis auto-convaincu en écrivant sur ces notices ou des dossiers sur ces sujets, j'ai pas franchi le pas. Je suis pas tombé dans le terrier. Très stupidement, d'ailleurs. Alors je dis souvent à mes rédacteurs au Journal du Coin, un bon papier, vous sentez que vous êtes dans le sujet lorsque vous vous convainquez vous-même. C'est-à-dire qu'il faut qu'à la fin de votre article, vous disiez mais c'est super ce que j'ai raconté. Ok, c'est là où il faut être, c'est ce truc-là qui est intéressant. Et là pourtant, Dieu sait qu'à l'époque, je me dis mais c'est extraordinaire, parce que ce moment d'épiphanie où on se dit mais on ouvre les yeux, on dit non, c'est nouveau. C'est d'une puissance encore jamais vue, ça va changer le monde dans son exception la plus large. Mais malgré ça, j'ai rien fait. Donc, mon moment finalement où je bascule, c'est
un peu comme un monde, c'est début 2017, quand Bitcoin passe de 100 balles à 1000 balles rapidement. Donc en gros, je suis poussé finalement par des motivations extrêmement terre-à-terre, qui étaient liées au cours, pas se mentir, c'est souvent le truc, le déclencheur. Et donc voilà, après j'engage. Comme tout le monde le sait, tu fais partie de l'équipe du Journal du Coin, tu es le rédac chef. Est-ce que tu peux nous dire comment tu organises ton travail avec toutes les métriques à prendre en compte, à savoir déjà les 12 heures de décalage horaire? Comment tu gères ton équipe de rookies, donc de rédacteurs comme tu aimes les appeler, et comment tu fais pour garder cette cadence effrénée qu'a votre média? Au-delà de la manière dont je coordonne une rédac afin qu'on ait de l'actualité intéressante à proposer à nos lecteurs chaque jour, ma présence physiquement en Polynésie a pour incidence principale que je fonctionne à l'envers de tout le monde, de l'équipe principale. Sous-entendu, je travaille quand ils dorment et réciproquement. Exactement. Et c'est un super argument pour un média. Ça permet d'avoir toujours quelqu'un pour couvrir une actu. Alors je dis pas que tous les jours, chaque journée est riche d'une actualité qu'il faut impérativement couvrir en une demi-heure ou une heure après sa sortie. Mais pour le coup, bien quand ça se présente, c'est quand même un confort extraordinaire. Je travaille sur ma journée classique. Alors, comme vous l'avez traîné ici, on se lève très très tôt en Polynésie, vers 4h du matin. Moi, je bosse à partir de 4h15, je suis sur le boulot. Ça correspond à 16h15 ou 15h15, en fait, selon le moment de l'année en France métropolitaine. Donc, j'interagis avec le pool de rédaction, avec les services commerciaux, avec toutes les sections qui composent le Journal du Coin, services vidéo, podcasts, etc. avec lequel j'interagis. Ensuite, tout le monde termine sa journée de leur côté. Je reprends les rênes, je fais de la correction, de l'intégration d'articles, je réattribue les articles pour le matin qui suivra, ou je traite en direct quand j'appelle ça faire une vigie en fait. Voilà, c'est vraiment cette logique à 24. Donc je ne vois finalement que beaucoup d'avantages à cette mécanique qui n'est pas faite pour tout le monde, parce que certaines personnes, par tempérament, auront besoin d'avoir une interaction avec les équipes à temps réel, à bout de champ. Oui, alors, pour ma part, moi je trouve que depuis qu'on est arrivé, c'est un petit peu compliqué. Je suis obligée de me caler vraiment par rapport aux horaires de l'équipe en France. Et typiquement, à 4h du matin, je me suis connectée pour pouvoir être avec eux à 16h. Merci Helmut pour le temps que tu m'as accordé dans ce cadre magnifique qu'est la Polynésie française. J'en profite d'ailleurs pour remercier les nombreux Polynésiens que nous avons pu rencontrer sur le Pix lors de la présentation de notre nouveau service de paiement Wiggle. Nous avons vraiment eu un accueil très chaleureux et plein de bienveillance. Merci à vous tous, merci de la part de mon équipe. Nous garderons vraiment un souvenir indélébile de ce voyage. Pour ma part, je vous retrouve dès vendredi prochain dans un nouvel épisode de Cryptalk. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à liker, partager et mettre en favori si vous êtes sur une plateforme de streaming. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. C'était Chloé de Filmaning et Helmut Banner du Journal du Coin. À très vite.